Nous allons passer maintenant directement à la présentation de Jean-François Petit. Jean-François Petit est maître de conférence à l'Institut catholique de Paris. Il est diplômé en sciences politiques à l'IEP de Bordeaux, docteur en philosophie. Il est spécialiste de Saint-Augustin. Il est membre du comité de rédaction de Itinéraire augustinien. Et il est également membre du conseil d'administration des Amis d'Emmanuel Mounier. Il est assomptionniste et je crois qu'il travaille sur une histoire de la philosophie française, du point de vue chrétien. Il va nous parler aujourd'hui de science et conscience depuis le débat Ricoeur-Changeux. Donc elle va aborder l'aspect neurobiologique et l'aspect philosophique, les deux champs sémantiques de la conscience qui s'opposent. Voilà, je lui laisse directement la parole. Merci. Donc, moi, j'ai trouvé très intéressant, très important et sans doute très riche au niveau de la pensée et l'introduction que nous avons eue tout début et puis la première intervention, parce que ce débat sur la conscience, il va falloir, j'ai envie de dire, le dépayser, peut-être de nos représentations spontanées. Il va falloir aussi le complexifier. Donc élargir notre regard, et puis peut-être aussi quand même, ça on verra après, ne pas rester simplement à quelques hypothèses, belles, joyeuses ou plus douloureuses, peut-être pour l'humain, mais peut-être pas simplement comprendre, mais arriver à voir où se situe notre positionnement. Et je trouve évidemment très important pour l'association Teilhard et puis pour tous ceux qui nous rejoignent à cette occasion-là, d'avoir des données un peu claires et un peu objectives dans l'état de la recherche actuelle. Donc nous avons eu une présentation. Moi, effectivement, comme vous l'avez très bien annoncé, je vais plutôt me situer sur un terrain philosophique et neurobiologique. Donc le point de départ de mon intervention, ça sera le débat qui est considéré, pardon de le dire, mais un peu comme un débat canonique, au moins pour les philosophes, peut-être pas pour tout le monde, entre quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre Changeux, qu'on va dire rapidement biologiste matérialiste, et le philosophe Paul Ricoeur, philosophe d'origine chrétienne, protestant, dans un vrai débat sur lequel je vais préciser les coordonnées, qui date de 20 ans, ce qui nous fait penser la nature et la règle. Je crois que cette rencontre était assez exceptionnelle, et on ne peut que rêver des rencontres comme celle-là, entre un scientifique et un penseur, qui ont accepté de s'écouter, de s'expliquer, voire même de s'affronter sur leur vision de l'humain, au moment même, il y a déjà 20 ans, où la perception de l'identité humaine se renouvelait fortement par le développement rapide des neurosciences cognitives essentiellement. Alors, néanmoins, aussi pour donner un angle plus large à cette question du rapport entre science et conscience, je dois dire, et ça sera un objet aussi de travail pendant ce colloque, que toutes les questions n'échappent pas à l'épistémologie, les neurosciences, pour ce qui les concerne, n'échappe pas à des formes de ce qu'on appelle le réductionnisme. Alors le réductionnisme en science, c'est important et c'est nécessaire parce que chaque science doit délimiter ses domaines d'intervention et sa façon de procéder. Par contre, ce qui peut être plus discutable, c'est que cette façon de faire, cette première forme de réductionnisme scientifique, aboutit dans certains cas à des conclusions morales, philosophiques, éthiques, qui sont hors de son champ. Et là, il y a une frontière que Karl Popper, pour ceux d'entre vous qui connaissent, invite à ne pas transgresser indûment. Donc je vais replacer ce débat dans mon champ de référence. Chacun de nous a un champ de référence, c'est l'anthropologie. Je suis professeur d'anthropologie, mais pas au sens culturel, pas au sens de l'étude des Amérindiens et autres. Anthropologie au sens philosophique. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, j'étais assez intéressé par la présentation très rapide des différents philosophes. Est-ce qu'on peut résumer la position d'Aristote en une phrase? La question, c'est de savoir aussi comment présenter les choses. Et je ne vais pas en rester à un débat qui a eu lieu il y a 20 ans,
C'est déjà vieux ce débat, mais c'est un débat vraiment très important et qui place vraiment pour nous autres philosophes et un certain nombre de scientifiques les éléments les plus fondamentaux. Je vais arriver jusqu'à des gens que vous écoutez peut-être sur France Culture ou vous êtes allés au Collège de France. Je vais vous parler de Philippe Descola et de Jean-Marie Schaeffer. Bon. Donc voilà, c'est un peu dans les premiers temps de ce colloque, mettre un peu les choses en place. Pour voir évidemment comment, dans ce contexte-là aussi, une position théillardienne, qui est aussi la mienne, prend sens. Puis je le dirai après dans le débat aussi, comment, je laisse ça pour votre sagacité, mais dans une conférence, il faut toujours dire l'essentiel au début, comment est-ce que l'approche ecclésiale, voilà, je suis très clairement situé dans la sphère chrétienne, par le synode sur l'Amazonie qui vient de se tenir, qui est un synode pour moi très important, fondamental, invite aussi à déplacer les données du problème. Mais si vous avez suivi l'actualité, notamment par un très bon journal qui s'appelle La Croix, sur lequel on peut faire de la publicité ici, ou dans les revues jésuites, vous voyez qu'il y a d'énormes enjeux. Donc, premier temps de mon intervention, les données épistémologiques du débat Ricoeur-Changeux. Je l'ai dit, et on ne cessera de le redire, on doit beaucoup à ce débat. Je le rappelle, ils étaient tous les deux, à cette époque-là, au sommet de leur discipline. Jean-Pierre Changeux était professeur au Collège de France, à l'Institut Pasteur, membre de l'Académie des sciences. Son livre principal, certains d'entre vous l'ont lu à l'époque, L'homme neuronal. Bon, ça l'avait propulsé sur le devant de la scène. Et surtout, il était devenu président du comité d'éthique, souvenez-vous. Bon. De son côté, Ricoeur était un philosophe adulé, consacré. Bon, vous savez, il avait une reconnaissance internationale très haut niveau. Il était aussi enseignant à Chicago. Il jouissait d'un assez grand prestige, c'est le moins qu'on puisse dire, et il était très respecté pour l'équilibre de ses positions. Et c'était quelqu'un, je l'ai connu jusqu'au bout, il est mort en 2005, qui n'hésitait pas à intervenir dans le débat public non plus, quand il estimait nécessaire. Donc ce débat a été mis en forme par les éditions Odile Jacob. Je le rappelle aussi, il ne portait pas que sur les neurosciences. Il portait aussi sur les normes, la morale, la paix. Mais je vais m'en tenir ici qu'au premier aspect, les neurosciences. Moi, ce que j'ai trouvé très important, c'est que chacun des deux protagonistes entendait aussi dépasser, dans leur discipline, ce qui pouvait apparaître comme préjugé, opinion courante, à savoir, pour le premier, l'idée d'une emprise progressive des neurosciences sur la vie commune, ce que certains peut-être pensent dans cette salle, et de l'autre, l'image d'une philosophie enfermée dans sa tour d'ivoire. Bon, finalement, l'état de la réflexion philosophique n'a plus grand-chose à nous apporter. Bon, ce qui n'est évidemment pas ma position. Si on écoutait un peu plus les philosophes et les vrais, pas les battleurs médiatiques, on aurait sans doute un peu plus de sagesse et on positionnerait mieux un certain nombre de questions, y compris d'ailleurs scientifiques. Donc le débat portait aussi et vraiment se plaçait sur un terrain purement rationnel. Vous ne pouvez pas disqualifier un philosophe a priori parce qu'il a des convictions, qu'elles soient religieuses ou non. Bon, ça, je m'oppose fermement à ce genre de procès qui est fait, sinon on arrête tout de suite le colloque. Bon. Les philosophes chrétiens pensent, et peut-être pensent de façon plus conséquente qu'un certain nombre de gens qui masquent leur référence véritable. Et dans ce cas-là, on n'est pas loin de formes de manipulation. Non, au moins les choses sont claires. Alors après, pour Ricoeur, il plaidait vraiment pour une intercompréhension à plusieurs, je le cite, une hospitalité, c'est page 8 du livre, en essayant aussi que les partenaires potentiels, c'est-à-dire les lecteurs ou les auditeurs, puissent se situer dans une construction commune, et pas simplement un arbitre. C'est pas Ricoeur qui a raison ou Changeux qui a tort, c'est pas du tout comme ça qu'ils envisageaient tous les deux leur débat. Voilà, donc une mise en forme éditoriale assez réussie,
une grande ouverture, un discours commun, et ça, je trouve que vraiment le travail a été bien fait parce que toutes les aspérités, les divergences de vues n'ont pas toutes été arasées dans une vague pâte molle. C'est surtout dans le premier chapitre que on voit cela, un chapitre qui est intitulé « Une rencontre nécessaire », et on voit cet art de la conversation bien réglée. Et la position du problème a été déterminante. Et Changeux a fait preuve d'une assez grande ouverture. Autrement dit, il se situait en dehors d'une approche strictement positiviste. Alors que, bon, un spécialiste de biologie moléculaire, il n'excluait pas l'idée qu'on puisse aller jusqu'à comprendre par la biologie moléculaire la pensée, les émotions, la faculté de connaissance et pourquoi pas même le sens moral. Donc notre sens moral serait formé à partir de nos molécules. Bon, là où certains ont pu voir un certain brouillage épistémologique, ou pire, une volonté d'emprise expansionniste des neurosciences, d'autres ont salué, il faut le dire aussi dans cette salle, l'ambition, la liberté de cette proposition de recherche. Bon, Ricoeur, vous savez, c'était toujours un peu l'homme des compromis. Il disait toujours, vous privilégiez soit la voie courte, vous allez de A à B, ou soit vous cherchez la voie longue. Et de A, vous allez passer par A1, A2, A3, A4. Donc complexifier les problèmes plutôt que vouloir les réduire tout de suite. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va essayer de faire dans ce colloque sur les questions de science et de conscience. Pourquoi ? Parce que certains d'entre nous, peut-être spontanément, je pense qu'il n'y en aura pas dans la salle, mais sont tentés par une forme que j'appellerais concordisme. C'est-à-dire, ça serait tellement simple si d'un coup de baguette magique ou d'un claquement de doigts, on pouvait faire converger toutes les données scientifiques, toutes les données théologiques, morales, éthologiques, etc., pour arriver à une détermination unique. Or, Ricoeur refuse cela. Et il donne tout à fait ses points de départ, et ça c'est très important que vous les connaissiez aussi. Ricoeur est héritier de 3 ou 4 grands courants philosophiques. Je ne vais pas les détailler, mais sachez-le, parce que ça rejoint des propos qui ont été dits tout à l'heure, qui se situent dans les visions du monde. Sa vision du monde, elle est marquée par une tradition philosophique française en partie, qui s'appelle la philosophie réflexive. Ricoeur est un grand spécialiste de la philosophie allemande, Husserl, Heidegger, et donc c'est la phénoménologie. Et il a fait un très gros effort pour réintégrer aussi ce qu'on appelle l'herméneutique, les modalités de la compréhension et de l'interprétation des textes. Voilà. Indépendamment de son enracinement dans le personnalisme d'Emmanuel Mounier, dont je suis aussi tributaire. Alors, l'un et l'autre s'engagent dans une discussion, et là, c'est intéressant de voir aussi comment cette discussion se compose. Pour ceux d'entre vous qui connaissent la fameuse éthique de la discussion, vous savez, celle qu'on pratique dans tous les comités d'éthique aujourd'hui, est-ce que c'est toujours la loi du meilleur argument qui doit l'emporter? Et pire, est-ce que c'est toujours la loi de la majorité qui doit l'emporter? Donc là, l'un et l'autre sont très prudents par rapport à ça. Ils essaient de montrer la plausibilité d'un certain nombre d'arguments. Et il faut s'arrêter 2 secondes pour se dire que dans certains cas, un certain nombre de choses sont plausibles. Ce sont des conjectures. D'autres sont peut-être plus probables, mais on n'est pas au même niveau épistémologique. Donc dans certains cas, on en est dans des conjectures. Et les points d'interrogation, c'est parfois mieux que des réponses assénées ou une vision du monde qui passe comme la seule possible. J'ai très fortement apprécié que vous fassiez référence à l'idée de pluralité des mondes. D'ailleurs, l'Église catholique est toujours restée ouverte à cette possibilité d'une pluralité des mondes. Il faut le savoir, le niveau scientifique de l'Église, dans certains cas catholiques, est quand même assez élevé. Donc, essayons de rester, pour ce qui nous concerne ici, dans ces 2 champs de recherche, neurosciences d'un côté, philosophie de l'autre.
Bon, chacune d'entre elles a ses codes, ses règles, ses paysages, son histoire. Et voilà, et je pense que aussi, à rentrer dans l'épistémologie d'une discipline, c'est voir comment elle fonctionne. Ces modes d'approche, hein, plus expérimentaux d'un côté, plus théoriques de l'autre, etc., etc. Donc cette polarité, moi je trouve elle est intéressante, entre neurosciences et philosophie, parce qu'elle correspond aussi en partie au terme même de notre colloque. Science et conscience, science et esprit. Et on voit que même si on procède par intuition, par expérimentation, ce n'est pas pour autant qu'on est vague. On peut être tout aussi rigoureux. Voilà, donc Ricoeur et Changeux le perçoivent, et je trouve ça aussi le geste d'humilité du philosophe Ricoeur, que dire qu'évidemment le scientifique participe aussi à une explication du monde, et qu'il ne faut pas lui dénier a priori son désir, y compris de participer à une explication ultime du monde. Mais quand même l'ouverture, sous-entendu, le sens du monde, ce n'est pas que du côté des philosophes, et même le sens ultime. Bon. Alors pourquoi donc ce débat ? Parce que on voit effectivement que depuis ce dialogue fondateur, il y a quand même des évolutions fortes dans notre société, dont il faut être conscient. C'est le débat sociétal ici qui est aussi en cause. Ce n'est pas simplement les positions. Débat sociétal. Vous le constatez, on l'a déjà dit, y compris en introduction, le développement de l'appareillage neuronal. Qui d'entre nous n'a pas eu un IRM, n'a pas été confronté à des questions médicales, dans lesquelles il y a une approche de la question, évidemment. Et évidemment, comme l'a très bien dit Chantal en introduction, il y a aussi des projections. Des projections, et il y a, avant les projections, des niveaux déjà d'expérimentation. Mais, pardon de le dire de façon très, très classique et sans polémique, c'est pas parce que la science peut faire un certain nombre de choses qu'elle doit le faire systématiquement. Vous connaissez le proverbe, bon, on y reviendra, science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme. Donc, entendez-moi bien, je pense que là-dessus je dois être clair, je ne suis pas du tout technophobe. Mais sur le débat science-conscience, il faut qu'on regarde très précisément ce que l'on fait et ce que l'on ne fait pas si on implante des puces dans notre cerveau. Ce que l'on fait et ce que l'on ne fait pas. Bon. Pourquoi ? Parce que le colloque qui a eu lieu sous les auspices de l'association Teilhard sur le transhumanisme nous montre aussi que nous devons évaluer les choses, voire même les réorienter. Il n'y a pas de mécanique implacable. Ce qui fonde aussi notre liberté, c'est notre libre détermination des choix qui nous guident. Donc Jean-Pierre Changeux, en son temps, avait tout à fait compris ça. Le développement des sciences, pour ce qui le concerne moléculaire, est aussi guidé par des représentations, des images, des hypothèses de recherche. Attention à croire que tout ça est automatique et autorégulé. Non. Il reconnaît par exemple que dans les années 70, le modèle de l'ordinateur, que beaucoup d'entre nous ont connu, a été quand même un modèle assez déterminant pour penser le cerveau. On pense le cerveau comme un super ordinateur. Or aujourd'hui, Thierry Magnin et d'autres le diront dans ce colloque, une des sciences qui se développe fortement, c'est l'épigénétique. Et Thierry Magnin est très très fort sur cette question-là. Bon. Donc on est dans des interprétations assez divergentes, parce que le modèle, la représentation n'est pas exactement la même. Donc penser les neurones avec l'environnement physique, social, culturel, est-ce que c'est aussi naturel que certains le pensent, notamment ce que disait Jean-Pierre Changeux à l'époque, et il a évolué, et je montrerai des éléments aussi de son évolution.
Donc l'épistémologue serait tout à fait d'accord avec le biologiste pour dire qu'il s'agit d'abord d'imaginer les choses. Et là, pour ceux d'entre vous qui ont aussi des références philosophiques en tête, il y a un philosophe qui apparaît tout de suite, c'est Bachelard. Bachelard, c'est, oui, la science, elle est faite du rêve, elle est faite de l'imagination. Et nous devons prendre acte de cela, non pas pour la dévaloriser, mais au contraire, pour mieux la fonder. Donc, Changeux ne cachait pas ses enthousiasmes. Y a-t-il de projets plus enthousiasmants, dira-t-il, que reconstruire la vie humaine en se débarrassant d'un certain nombre de précompréhensions, en se débarrassant, dira-t-il au passage, de toute forme d'anthropocentrisme, l'homme au centre. Bon, ça va rejoindre tout à fait le débat qu'on pourra avoir après, si vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd dans l'opération? Pour faire très simple, pour faire un peu utilitariste. Et l'homme neuronal essayait de rattraper un certain nombre de ces débats, avec aussi une tonalité un peu neuve en France. Je pense que les débats entre philosophes et scientifiques dans le monde anglo-saxon sont beaucoup plus courants. Et ça va beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Je pense, j'ai cité Karl Popper, je peux citer un certain nombre de débats avec des biologistes, mais je ne vais pas vous abreuver de références. Alors, depuis ce temps, un secteur s'est fortement aussi développé, c'est celui des sciences cognitives. Et depuis les sciences cognitives aussi, et leur implantation dans un certain nombre de milieux, notamment le milieu de l'éducation, on assiste à une réorientation assez forte des pratiques. Donc, le débat s'est déplacé parce que, en fait, une posture un peu classique, Changeux entendait renouveler la relation entre le corps et l'esprit. C'est ça, il était un peu sur ce paramètre-là qu'on vient de contester tout à l'heure, et sans doute qu'il faut le contester. Mais aujourd'hui, ce n'est pas tellement ça. On est plutôt dans le renouvellement de la psychologie. J'étais l'autre soir à une conférence de psychologie à l'Académie catholique du Val-de-Seine. Claude Brunier-Coulin est dans la salle, il pourrait en parler. Psychologie comportementale, psychologie cognitiviste, qui oriente fortement notre compréhension, y compris de la conscience. Donc, si vous voulez, ce que je trouve intéressant, c'est que Changeux a lui-même paré à ce qu'aurait pu être une instrumentalisation purement idéologique de ses travaux, de la science neuronale. Mais si on fait un peu d'histoire, on y viendra, je pense, en cours de ce colloque, on voit qu'il y a toujours eu en France, et c'est ça qui nous marque, un idéal très, je vais le qualifier de néopositiviste. Le projet d'Auguste Comte d'arriver à une détermination complète de l'humain, de sortir de formes de dualisme, de sortir aussi d'un monisme, à savoir on est immergé dans un grand tout, et c'est ça qui nous donne l'explication. Ce projet-là est quand même encore assez prégnant. Et ce qu'il va falloir penser dans ces 2 jours, c'est la façon d'unir l'anatomique et le comportemental. L'anatomique et le comportemental, le descriptif neuronal et la perception vécue. La perception vécue. Et là, il y a différentes écoles aussi sur ce plan. Donc là, on a un champ de recherche qui est énorme. Mettre en relation, et Changeux dira de son côté, sous une forme adéquate et opérationnelle. Donc, en fait, puisque je me situe bien sur le terrain épistémologique, ce qu'il y a derrière cela, c'est notre façon de concevoir le dialogue entre disciplines. On ne peut pas pratiquer un dialogue interdisciplinaire de haut niveau sans être au clair soi-même avec non seulement ses propres valeurs, ses propres représentations, ses propres convictions. Parce que qu'est-ce que cherche à faire aujourd'hui la psychologie comportementale? C'est à arriver à une restructuration
même de ces convictions-là. Et la psychologie cognitive, c'est encore plus important, c'est les restructurations des convictions cognitives, y compris dans le domaine des croyances. Oui, mais toutes les croyances ne sont pas équivalentes, et tout n'est pas de l'ordre de la croyance. Il y a des choses qui sont de l'ordre aussi d'une pratique, etc., etc. Donc, sortir de modèles partiels et fragmentaires pour arriver à une vision plus unifiée. Mais on l'a dit tout à l'heure, sans rentrer aussi dans une métathéorie. C'est-à-dire sortir d'un type de discours pour ne pas se rendre compte qu'on va dans un autre. Et ça, même en parlant. Jacobson attire l'attention là-dessus. Il y a une fonction métalinguistique dans le langage. Vous pouvez être capté par la beauté formelle des propositions, mais vous pouvez être aussi capté par le style d'élocution. Vous pouvez être capté aussi par d'autres éléments qui vont, in fine, conduire à la détermination de votre appréciation. Donc vous voyez, ce n'est pas un simple niveau de connaissance des états mentaux réduit à des états physico-chimiques qui nous dispense de réfléchir sur ça. Et ce petit ça, c'est aussi la construction de notre humanité. Et c'est ça qui intéressait d'abord Teilhard. Attention à ne pas enfourner un Teilhard dans une cosmovision non identifiée. Non. Un Teilhard, c'était d'abord un bon jésuite qui cherchait comment penser le progrès de l'humain. Et en relation, en interrelation évidemment, avec tout son environnement. Donc, en quoi consistent les derniers développements, les développements contemporains, sur lesquels je voudrais quand même donner un certain nombre de repères. Je vous l'ai dit, Changeux a lui-même bougé. Et ça, c'est vraiment aussi tout à fait louable qu'un philosophe ou un théologien ou un scientifique ne reste pas sur ses positions ad vitam aeternam. Combien ça a coûté aussi à Teilhard d'avoir à bouger dans ses représentations, et l'Église n'a pas toujours très bien compris. Bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Heureusement, aujourd'hui, les soupçons sont quand même lavés. Donc, pas partout, oui, ça c'est vrai, mais les soupçons sont quand même lavés. En grande partie, et on y reviendra après si certains d'entre vous le souhaitent. Donc, qu'est-ce que aujourd'hui Changeux dirait ? Je me réfère plutôt, pour ceux d'entre vous qui ont besoin de référence, à son livre de 2002, qui s'appelle « L'homme de vérité », non plus simplement « L'homme neuronal » ou « Un discours et la règle ». On voit que cet ouvrage de 2002 distingue les bases cérébrales d'un milieu conscient et d'autre part, et ça va rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure, les structures mobilisées dans différents états de conscience venant remplir cet espace. C'est-à-dire qu'il s'agit ici de nos représentations, qu'elles soient mentales ou conceptuelles, qui activent le cerveau ou d'autres structures corticales ou sous-corticales. Bon, il s'agit sans doute des bases neuronales, mais Changeux reste vraiment très prudent par rapport à cette idée-là. Il dira qu'aucun scientifique ne détient la vérité absolue sur ces zones neuronales. Vouloir faire des raccourcis journalistiques, comme je l'ai vu dans les présentations de Jean-Pierre Changeux, en disant « selon la disposition de votre cerveau, vous allez avoir telle ou telle orientation », mais c'est vraiment trahir sa pensée. Changeux n'a pas dit ça du tout. Et il faut évidemment aujourd'hui rechercher ça, et dans un ensemble plus vaste qui correspond à la recherche d'une vie bonne. C'est là aussi où Ricoeur est vraiment important. Vous connaissez, certains, je pense, sa célèbre façon d'envisager la vie éthique. La recherche d'une vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes. Si vous êtes dans ce triangle-là, y compris dans ce qui nous a été présenté tout à l'heure, vous avez un paramétrage, à mon avis, plus cohérent de la question de la conscience. La conscience dépend de tout cela. Donc, il faut bien avouer que ce débat-là est un débat difficile.
Et pour faire un peu un contrepoint à Changeux, je voudrais citer un autre membre de l'Académie des sciences, Pierre Buser, qui est un neurophysiologiste, qui est tout aussi, à la limite, j'ai presque envie de dire matérialiste et incroyant que Jean-Pierre Changeux, mais qui, lui, va expliquer assez différemment cette question de structure cérébrale de la conscience. Je me réfère à son livre qui s'appelle « Cerveau de soi, cerveau de l'autre » ou « L'inconscient aux 1000 visages », un livre plus récent. Selon lui, la stimulation d'un certain nombre de zones du cortex, thalamus, ou le système limbique, peut entraîner une certaine expérience consciente. D'accord ? Une sensation sonore, colorée, porte sur la stimulation de cortex auditif ou visuel. Mais dans la stimulation du cortex temporal, il peut y avoir aussi des incidences et des incidences sur d'autres aires, d'autres structures. Mais quand on prend un peu de recul par rapport à ça, on sait très bien, y compris d'un point de vue médical, qu'on avait une discipline qui s'appelait l'électrophysiologie et qui travaillait depuis longtemps sur cette question-là. Donc en fait, je pense que la position, non pas de compromis, mais enfin qui est plus équilibrée, c'est voir ce qui est de l'ordre de l'activation externe des structures cérébrales et le déclenchement de processus internes, mentaux, auto-générés. Bon, et ça va permettre effectivement, cette hypothèse en tout cas, de sortir de formes pures et dures de physicalisme. Donc contrairement à Jean-Pierre Changeux, Pierre Buser ne tente pas un passage, parfois un peu un passage en force, de l'objectif, architecture neuronale, au subjectif, la conscience. Et en fait, on a tout lieu de s'interroger effectivement sur ces modalités d'articulation. Je pense que le maître mot, ça sera d'essayer de penser des articulations fécondes, plutôt que des oppositions, pour ne pas dire, dans certains cas, des oukases. Bon, alors comment penser l'humain aujourd'hui ? Le point de vue naturaliste biologique valorise l'interdépendance. C'est ce que vous retrouvez aujourd'hui chez Descola, notamment. L'interdépendance, et on valorise aussi le conséquentialisme, c'est-à-dire un certain nombre d'actes ont des effets. Donc on est dans des hypothèses qui sont dans des hypothèses continuistes, et surtout qui sont moins lourdement essentialistes, moins lourdement dogmatiques. Donc c'est vrai que ce qui nous manquait beaucoup, depuis le cartésianisme, ce n'est pas Descartes lui-même, voilà, je crois que vous avez tout à fait bien vu la chose, pas Descartes lui-même qui nous enfourne, c'est une certaine forme de cartésianisme. On a très bien vu qu'il fallait rétablir ou établir des relations en êtres vivants de façon interactionnelle. Donc c'est plutôt vers un modèle interactionnel qu'on s'oriente aujourd'hui, et ça nous amène à constater, chez les biologistes et chez les philosophes, ce qu'on appelle des biais sociaux préférentiels. C'est un terme un peu technique, mais chacun de nous, d'ailleurs, si vous êtes venu à un colloque sur Teilhard, c'est parce que vous avez un biais préférentiel. Oui, oui, vous avez plutôt un attrait pour ce style de réflexion, mais ça s'inscrit aussi, et c'est ça la complexité, dans une historicité sociale, c'est-à-dire certains d'entre nous ont été socialisés par Teilhard, par sa pensée, et aussi, nous devons être attentifs aux singularités culturelles. Et ça, vous l'avez très bien montré tout à l'heure, et je vous en remercie, mais sans pour autant sombrer dans une forme de culturalisme, de relativisme culturel. Tout ne se vaut pas dans toutes les cultures. Moi qui suis un spécialiste de l'interculturel, on ne peut pas mettre tout sur le même plan. Bon. Donc, commençons par cette question culturelle. Cette question de l'ordre culturel. L'ordre culturel, y compris dans notre représentation de la conscience, est fait de valeurs, de systèmes symboliques, d'objets techniques, d'ententes partagées. Et là-dedans,
ce qui est important, c'est d'abord le langage, la façon dont nous disons les choses. Le langage a une place prépondérante. Et effectivement, on s'interroge sur les différentes formes de langage des abeilles, langage animal, langage humain. Bon. Le mode d'apprentissage du langage est, à mon avis, à étudier de près, parce que les modalités du langage sont aussi proches d'une forme d'intentionnalité collective. Le langage, c'est aussi un jeu social. Et ce que l'on voit, c'est qu'il existe une certaine plasticité. On travaille beaucoup sur cette idée de plasticité, pas simplement pour le plan cérébral. On est marqué aussi aujourd'hui par la compréhension qu'on est dans différents univers et aussi dans des rôles, des positions qui sont parfois assez stables. Donc pourquoi je dis ça? Parce que pour ceux d'entre vous qui seraient tentés de dire bah oui, tout ça c'est l'affaire d'abord des neurones, voire même du génome, qui serait tenté par ce qu'on pourrait appeler un génocentrisme. Moi, je rappelle les droits d'une anthropologie culturelle. Une anthropologie culturelle qui valorise des facteurs extérieurs, une voie exomatique dans la formation des processus qui nous concernent, y compris de détermination de la conscience. Voilà, donc je dis ça parce que ça me semble tout à fait important pour prévenir des formes de réductionnisme qui sont généralement matérialistes ou physicalistes, ou aussi, ça c'est plutôt dans la balle du camp des croyants, dans des dérives qui sont, elles, plutôt substantialistes, y compris les croyants dans les sciences pures et dures. Par exemple, les sciences sociales. À un moment donné, on disait tout est social, donc la conscience est le reflet du système social. C'est la grande période marxiste dans laquelle on est ressorti. Donc, Jean-Marie Schaeffer revient sur cette idée de conscience, et celui qui décréterait parmi vous que la conscience, finalement, ce n'est qu'un pseudo-concept, qu'il n'y a pas de conscience. Bon, non seulement, il va mettre à mal toute une tradition qui n'est pas d'ailleurs qu'occidentale, de détermination de la conscience multiséculaire, donc, bon, libre à lui, de rompre avec des milliers d'années d'histoire. Et puis, pour ce qui concerne ici les théillardiens, dans la salle, c'est voir les lentes formations de la conscience à travers l'émergence de l'univers. Qu'est-ce qu'on en fait? Bon. Donc, je pense qu'il faut effectivement sortir de ce qu'on appelle cette forme d'élimination, l'éliminativisme radical, pour rentrer dans une perspective plus riche, qui est celle d'une pluralité fonctionnelle des états représentationnels. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est dur à dire. Pluralité fonctionnelle. C'est-à-dire comment est-ce qu'un certain nombre de visions plurielles sont articulées les unes aux autres? Des états représentationnels. C'est-à-dire que nous n'avons pas tous les mêmes représentations du monde. Certains d'entre nous ont des représentations plus élaborées. D'autres vivent d'un certain nombre d'illusions, mais sans forcément connoter d'emblée négativement une illusion. Oui, une illusion réussie, qui me donne par exemple une certaine confiance, par exemple au niveau psychologique, la surestimation de soi, elle a aussi des effets. Bon, voilà. Dans ce cas, comptent les activités mentales endogènes, mais il faut évidemment combiner pour un équilibre avec des interactions représentationnelles liées au milieu environnant. Bon, si je me surestime trop, je vais finir par devenir égocentrique et j'écrase du poids de mes représentations tout mon univers. Bon. Là, je suis assez bien Philippe Descola. Philippe Descola pense une anthropologie relativiste et qui permet aussi, relativiste pas au sens où tout se vaut,
mais d'éviter une escalade ontologique, ce qu'il appelle escalade ontologique, à savoir une approche substantialiste de la conscience, et c'est ça qu'il va falloir ici mettre en pièces, une approche substantialiste de la conscience, hein, qui la conçoit comme un objet au lieu d'être un processus. Vraiment, je pense que ça sera une idée qu'il faudra mettre à l'épreuve pendant tout ce colloque. Soit on pense la conscience comme un objet figé, clos, et dans lequel on regarde à distance parfois, soit on la pense comme un processus, et ça engendre tout à fait les choses différemment. Donc sortir du dualisme néo-cartésien. Je vais conclure assez vite maintenant. Mon exposé n'a que d'autres buts que de dire que nous devons accepter des visions du monde différentes, dont la validité est transitoire et limitée, et que nous devons tenir aussi, me semble-t-il, à des interactions avec le milieu physique et humain, et aussi progresser dans la compréhension interne de ce que nous sommes comme êtres humains doués de conscience. Et ça passe par, évidemment, une investigation plus forte de toutes nos capacités, physico-chimiques, cognitives, etc., pour nous situer dans une logique de complexité. Et quand je dis nous situer dans une logique de complexité, c'est sortir aussi de la fantaisie que nous serions simplement dans une logique adaptative. Nous ne faisons pas que nous adapter à notre milieu et à notre environnement. Pourquoi? Parce que toutes nos actions, elles sont marquées aussi par une recherche de sens. Et c'est là-dessus qu'il faut s'interroger. Comment est-ce que nous construisons ensemble sens? Donc en disant ça, je ne suis pas du tout un sensologue, comme disent certains aujourd'hui, chercher à donner des significations à tout. Je suis plutôt dans une approche qui essaie de dire, n'oublions pas que la façon dont les gens envisagent leur action, les buts ultimes de leur vie, impactent leur propre comportement. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que l'éthologie animale nous aiderait aussi à le penser de façon plus fluide. Et je pense qu'effectivement, et ça sera la discussion avec les théologiens, que, bon, il ne s'agit pas de remettre et de passer par perte et profit cette idée que l'homme a une place spécifique. Il faut relire sans doute les récits fondateurs de façon différenciée qu'on l'a fait encore au milieu du XXe siècle. Mais il s'agit aussi de voir comment est-ce que nous ne donnons pas prise aussi au passage un peu subreptice, pour ne pas dire sournois, d'une vision humanisante. Et quand je dis vision humanisante, c'est effectivement la détermination des frontières de l'humain, y compris par rapport à l'animal, question qui est très débattue chez les philosophes aujourd'hui. Mais sans non plus donner prise à, si vous voulez, une forme de mainmise qu'une technologie ou un monde digital, moi je préfère parler de digital, nous imposerait, dans lequel nous n'aurions plus aucune liberté. Donc je reformule en une seule phrase, c'est comment ce débat, et ces débats qu'on va avoir sur la conscience ici, dans le sillage de Pierre Teilhard Chardin, nous aident à repenser non seulement l'humain sans déshumanisation, mais aussi pour ceux d'entre nous qui ont une identité chrétienne, nos modalités d'appartenance à cette identité chrétienne. Je vous remercie. Merci Jean-François de nous avoir rappelé les hypothèses, les structures et les enjeux du débat que vous voulez interdisciplinaire entre science et conscience, et en nous ouvrant vers des perspectives plus riches et plurielles.